Faut-il être fou pour être aujourd'hui propriétaire immobilier en France? On le voit, la taxe foncière qui augmente. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo là-dessus pour vous rappeler que malheureusement 2026 ne sera pas une bonne année, en tout cas en termes de perspective de baisse de cette fameuse taxe foncière immobilière. Mais voilà, est-ce que aujourd'hui être propriétaire immobilier en France, ça reste une solution intéressante? Alors quand je dis propriétaire immobilier, ça sous-entend propriétaire de sa résidence principale, éventuellement faire de l'investissement locatif dans de l'immobilier physique. Je ne parle pas de SCPI, je ne parle pas d'autres formes d'investissement en immobilier. Je parle vraiment, voilà, typiquement de ce que la plupart des Français font, c'est-à-dire j'achète un appartement pour y vivre ou j'achète un bien pour y loger quelqu'un et en échange en contrepartie de devoir se faire verser un loyer. On va écouter cette intervention du coup sur BFM Business que j'ai trouvé assez intéressante pour peut-être prendre un peu de recul ou prendre un peu de ouais, des éléments de réflexion sur ce sujet-là et voir bah ouais, on peut effectivement maintenant légitimement se poser la question de savoir si ça vaut toujours le coup. Marc Daniel, est-ce qu'il faut être fou pour être propriétaire quand on voit que les critères de confort vont être revus sur la taxe foncière, quand on voit que le statut du bailleur social, ça servira pas à grand chose et qu'il faut être dingue pour acheter des logements à le chiffre? Mais il faut être complètement dingue. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre fin à cette espèce de fascination française pour le fait d'être propriétaire. Parce que, voilà, on veut quoi? On veut quoi? Alors oui, c'est bien de plus payer le loyer, mais il faut voir ce que ça entraîne derrière. Vous voulez transmettre à vos enfants, mais vous transmettez quoi? On ne sait plus. Alors, c'est vrai qu'en France, le problème, c'est que, enfin, le problème, la France a toujours été un pays finalement où la pierre est roi, quoi. C'est-à-dire que la pierre est reine, pardon. On parle pas forcément de bourse, même si effectivement la jeune génération d'aujourd'hui, elle est quand même assez, en tout cas, elle tente à vouloir s'éduquer financièrement. Et maintenant, on parle de plus en plus de PEA, de CTO, d'investissement dans des ETF. Donc, on s'intéresse finalement aux placements boursiers de manière générale. On parle d'obligataires, on parle, voilà, les Français s'éduquent de plus en plus, et en tout cas, c'est le cas pour la jeune génération, mais l'immobilier garde encore une place prépondérale, hein, garde encore une place majoritaire. Hein. Quand vous regardez un peu la répartition des patrimoines en France, l'immobilier, effectivement, c'est ce qui représente la majeure partie, finalement, du placement du patrimoine en France, que ce soit pour des familles classe moyenne, voire même des fois des familles modestes. Hein. Vous regardez, c'est le seul patrimoine qu'ils ont, c'est leur résidence principale, et heureusement qu'ils l'ont, parce qu'avec les petites retraites qu'ils ont, finalement, eh ben, ils auraient dû sortir un loyer, et puis un petit livret A, et voilà pour ce qui représente finalement pour une grande majorité, en tout cas une belle majorité en France, ça correspond à peu près à 60-70% finalement des Français. Donc est-ce qu'aujourd'hui, faut être fou pour investir en immobilier, quand on voit qu'effectivement, en termes de transmission de patrimoine, on est en train de revoir les règles, on est en train de, voilà ce que moi j'appelle la taxe sur la mort, hein. On est en train de revoir les règles, on essaie de trouver en tout cas des solutions, l'État essaie de trouver des solutions pour vous raboter davantage de ce que vous avez pu construire en termes de patrimoine tout au long de votre vie, qui a été taxé, hein, je rappelle, hein, vous êtes propriétaire immobilier, vous payez une taxe foncière, vous faites de l'investissement, vous payez un impôt, ce qu'on appelle sur les revenus des capitaux immobiliers, hein, que ce soit la flat tax, qui encore peut-être va bouger dans les semaines qui suivent, on verra, on suivra ça ensemble, notamment au niveau de ce qui va être décidé au niveau du Parlement et du Sénat. Mais effectivement, on a de moins en moins de visibilité, en tout cas, sur ce que peut être un placement immobilier en France, que ce soit une résidence principale ou un potentiel locatif. Très bien, puisque la plupart du temps, ils vont faire leur vie ailleurs. Et puis, Parce que c'est vrai, moi où j'ai acheté là, pour moi, je pense pas que je pense pas que mes enfants s'installeront là où je suis. Hein. Donc concrètement, pour moi, oui, transmettre une maison à un endroit à Tataouine alors que votre gamin il part soit s'expatrier ou soit il part dans l'autre bout de la France pour aller trouver un boulot où la vie lui correspond, lui sied davantage, concrètement ça devient presque pas un boulet, mais presque quoi. vous dites, ah bah oui, mais c'est une sécurité terre. Mais tout ça, c'est pas vrai. Enfin, mettez bout à bout le coût exorbitant quand même aujourd'hui pour devenir propriétaire. Regardez en plus. Là, pour devenir propriétaire, quand vous voyez qu'on a encore augmenté, d'ailleurs c'est pareil, on a augmenté les taxes. C'est-à-dire que maintenant les frais d'acquisition ont augmenté. Vous allez chez le notaire pour acheter dans l'ancien, vous avez les frais d'acquisition sont plus importants. Donc ce qui correspondait à peu près pro au prou, hein, quand vous prenez le coût du prêt, vous êtes à peu près à environ 10% finalement du coût d'acquisition. Ce coût-là, il a tendance à augmenter. D'ailleurs, c'était le cas cette année, notamment par les frais notaires qui ont augmenté. Plus tout ce qui est coût caché. Et là, c'est absolument délirant. C'est pire que pour une voiture. Les coûts cachés, alors vous avez commencé à citer l'aspect fiscal, c'est absolument dingue. La taxe foncière qui augmente, bien évidemment. Et puis, pareil, hein, vous faites des travaux, forcément les travaux ont un coût. Quand vous regardez le coût des matériaux aujourd'hui, pour pouvoir rénover votre toit, tiens, moi j'ai un collègue là, il a son toit à refaire, il en a pour 60 000 euros. On vous demande de refaire la façade en mettant de l'isolation, ça représente 30 ou 40 000 euros sur la surface. Enfin,
Ça représente un coût énorme d'entretenir une maison. Et effectivement, quand on pose les choses bout à bout, quand vous voyez que votre taxe foncière, là, je regardais la taxe foncière par chez moi, ça représente presque 2 mois de loyer. 2 mois de loyer, donc quasiment 2 mois. Nous, pour moi, ça représente 2 mois de mensualité de prêt, actuellement, la taxe foncière. Donc ça, plus tous les petits travaux inhérents, parce que chaque année, il y a toujours un truc à changer, il y a toujours un truc à réparer. Ouais, c'est un coût qui est loin, loin, loin d'être négligeable, quoi. IFI, taxe foncière, etc., l'encadrement des loyers, les charges de copropriété, les travaux obligatoires, notamment pour des raisons écologiques. Vous avez aujourd'hui aussi... Certaines banques, d'ailleurs, maintenant, quand votre logement est classé F ou G, certaines banques vous demandent de faire des travaux, sinon ils ne vous prêtent pas. Ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais c'est le cas. L'idée que vous allez vous enfermer dans une rigidité, mais qui est totale dans un monde où, au contraire, on est dans l'incertitude, vous savez pas ce que sera votre situation familiale, votre situation professionnelle, Le nombre de couples qui divorcent. vous changez beaucoup plus d'emplois qu'avant, vous faites un pari débile sur la... Moi, j'ai changé 3 fois de boulot, hein, pour vous donner un ordre d'idée, hein, en 25 ans d'activité. 3 fois de boulot, et j'ai changé X fois de région géographique, voilà. Donc c'est vrai que pour peut-être des profils qui sont un peu nomades, qui regardent un petit peu si l'herbe à côté n'est pas plus verte, qui n'ont pas forcément des obligations familiales et autres, et autres, et autres. Combien de couples aujourd'hui qui divorcent? On dit qu'un mariage sur 2 divorce. Tout ça, effectivement, la résidence principale, le rêve de la résidence principale, ça prend un coup, quoi. Sur l'évolution de la démographie. Mais quelle agressivité! C'est-à-dire que dans ce monde vide, vous allez vous retrouver avec tout un tas de logements qui font que vous allez acheter très cher aujourd'hui quelque chose qui ne vaudra plus rien demain. Alors, ça, je suis un peu moins d'accord, hein, sur ce qu'il nous dit là. Moi, je pense que oui, même si effectivement la démographie est vieillissante en France, même si à partir d'une certaine normalement, d'après les prévisions démographiques, d'ici 30 ou 40 ans, on devrait avoir moins une population qui décline. Je pense que si vous investissez ou si vous achetez dans des endroits qui restent attractifs aujourd'hui, tels que par exemple Paris, région parisienne, les grosses agglomérations, je pense qu'il n'y a pas trop de risque encore de voir son immobilier perdre de la valeur. Par contre, c'est sûr que si vous achetez dans la Creuse, dans un petit village où personne ne veut habiter, et aujourd'hui, je pense que demain, personne ne voudra peut-être y habiter parce que c'est pas attractif, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de mi, il n'y a aucune attractivité qui laisse supposer que cette région-là, elle gagne en dynamisme. Là, effectivement, oui, je pense que là, on est dans ce cadre. Mais bon, il y a combien de personnes qui souhaitent acheter dans ces coins-là? Donc en gros, vous faites des efforts, vous vous endettez jusqu'à l'os pour acheter des petites surfaces, pour faire des trajets plus longs pour aller bosser dans des quartiers médiocres. En gros, vous faites des concessions sur toute votre vie quotidienne, sauf sur le symbole social d'être propriétaire. Donc j'ai envie de dire, réveillez-vous, investissez dans vos compétences, investissez dans des placements financiers, etc. Mais arrêtez de vouloir devenir propriétaire. Bon, Jean-Marc. Là-dessus, je rejoins, effectivement. Après, je ne mets pas en opposition le fait de vouloir être propriétaire, mais je pense qu'en fait, il ne faut pas tout miser sur la résidence principale, il ne faut pas tout miser sur l'investissement immobilier. Il y a encore 2 façons, encore une fois, de développer de manière harmonieuse son patrimoine. C'est effectivement, faire un peu d'immobilier. Alors après, sous quelle forme? Celle qui vous conviendra le mieux. Est-ce que, effectivement, si vous êtes quelqu'un de nomade, quelqu'un qui n'est pas forcément attaché à une région, qui peut-être effectivement de louer, mais à côté de ça, peut-être utiliser le levier de l'emprunt pour aller faire de la SCPI, peut-être d'y allouer une certaine capital, développer un patrimoine immobilier sous forme de SCPI, ça fait sens dans ces cas-là, par exemple. D'autant plus si vous investissez sur les SCPI européennes, vous n'aurez pas effectivement cette charge de payer des prélèvements sociaux sur les revenus que vous allez générer. Donc ça peut être effectivement une bonne gâche. Et puis, deuxième pilier, forcément, pilier financier, pilier bourse, pilier maintenant crypto, Bitcoin. Vous voyez, ça c'est notre façon, à avoir quelque chose de plutôt équilibré en termes de risque. C'est de bon aloi. Il ne faut pas opposer, je pense, l'immobilier à vouloir se former et à vouloir allouer des ressources dans sa formation et les placements financiers. Mais là-dessus, je rejoins, il faut effectivement équilibrer les choses et pas ne voir que uniquement l'immobilier comme étant le seul pilier que l'on souhaite développer pour son patrimoine. Alors effectivement, le plaidoyer et même le réquisitoire que vient de faire Emmanuel est assez convaincant. À ceci près que c'est que pour être locataire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit propriétaire. Oui, Il ce faut qui est qu'il le y ait- problème actuellement. Voilà, il faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui à un moment donné ait décidé d'être propriétaire. Et donc je crois que l'enjeu effectivement, c'est de préserver le propriétaire, de faire en sorte... Alors, préserver le propriétaire, le problème c'est qu'en France, vous l'avez vu, on fait des lois anti-squat, mais finalement qui sont quasiment inapplicables. On fait, notamment pour celles et ceux qui font du Airbnb, on protège pas suffisamment le propriétaire. À défaut, on préfère davantage protéger le locataire. Aujourd'hui, maintenant on est rentré dans la trêve hivernale, donc autant vous dire que quelqu'un qui ne paierait plus son loyer
eh ben, c'est ma cash, hein. Vous allez devoir attendre éventuellement le printemps pour essayer éventuellement de faire quelque chose. Ouais, c'est très très long. On est là constamment, constamment. Et puis, bah, je parle même pas de pression fiscale. Tout est fait pour que aujourd'hui, on décourage les futurs investisseurs à vouloir s'intéresser à l'immobilier, très clairement. Je connais pas mal de gens, moi, qui voulaient faire des investissements immobiliers, puis finalement, bah, ils ont retroussé, enfin, ils ont rebroussé chemin parce que ben, c'est pas pour eux, c'était pas intéressant. Pas intéressant en termes de prise de risque, eu égard à une pression fiscale qui augmente, eu égard à un risque de vacances, enfin, de vacances locatives, d'impayés, de problèmes avec des locataires, etc. etc. Finalement, pour un rendement qui n'est pas finalement aussi intéressant qu'on ferait croire dans des formations et des vidéos YouTube. Donc voilà, il faut vraiment là-dessus, à mon avis, se poser des questions. Donc pour l'instant, rien n'est fait. Qu'est-ce qui va être fait? J'en sais rien. Le fameux statut bailleur privé, on le voit, bah, ça ne concerne finalement que les futurs propriétaires et non pas celles et ceux qui sont déjà en place avec de logements dans l'ancien. Enfin voilà, c'est un flou artistique, c'est du n'importe quoi en France et malheureusement ça ne donne aucune visibilité en tout cas dans ce domaine-là pour pouvoir bah, sortir un petit peu la tête de l'eau. Sorte que le propriétaire déjà à se poser cette question. Oui, est-ce que je suis devenu fou de m'être engagé dans cette aventure? Alors la propriété, pour moi, le droit de propriété, c'est le fondement de la société, de toute société libérale. Je rappelle que même Jean-Jacques Rousseau, qui est connu pour avoir fait un discours sur l'origine de l'inégalité, où il dénonçait le premier à avoir essayé d'accaparer un champ, a écrit dans un célèbre article sur l'économie de l'encyclopédie, où il dénonce les imposteurs qui créent des impôts, il a écrit: le droit de propriété est le plus sacré de tous les droits des citoyens, et même plus important à certains égards que la liberté même. Ouais, mais ça en France on a oublié. Malheureusement, le pays des droits de l'homme, on a oublié qu'effectivement le droit de propriété était un droit inébranlable, était un droit fondamental. Et aujourd'hui, ce droit il est bafoué au profit finalement bah, de locataires qui pourraient être indélicats. Alors encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même truc, hein. Il y a des super locataires, j'ai des super locataires, mais des locataires qui jouent le jeu. Mais c'est pas tout le monde pareil. Il y a combien de cas aujourd'hui en France où vous avez des locataires qui sont indélicats, qui ne payent pas le loyer, qui saccagent les logements, etc., etc. Et malheureusement, en fait, on ne fait rien, malheureusement, pour lutter contre ça, en fait, en France. Donc, ce qui fait que, bah, effectivement, pour moi, là, le droit de propriété, il est clairement bafoué. Même. Et donc la société doit tout faire pour favoriser les propriétaires. C'est-à-dire la société doit effectivement préserver les propriétaires. Elle a besoin des propriétaires. Et donc ça n'a pas toujours été le cas de s'abattre sur la propriété. C'est pas uniquement Rousseau qui le disait sur le plan théorique. Le Code civil aussi prévoit dans son article 544 de préserver le droit de propriété. Et donc je crois que l'enjeu, c'est de revenir en arrière sur un état d'esprit qui consiste à dire surtout ne prenez aucune responsabilité, surtout ne soyez pas propriétaire. Surtout si vous êtes propriétaire, de toute façon, on va s'abattre sur vous parce que quelque part vous êtes égoïste, accapareur. Là, si vous avez 2 toilettes, vous allez payer plus cher. Voilà. Ouais, mais en France, bon, ça c'est un vœu pieux. Aujourd'hui en France, c'est méchant propriétaire, méchant. Et c'est gentil locataire, quoi. Voilà. Et puis en plus, quand on a des associations qui favorisent, qui sont payées avec nos impôts, qui favorisent effectivement le squat, qui favorisent tout ça, le droit au logement, etc., etc., etc. Bref, aujourd'hui, tous les voyants sont clairement au rouge dans ce domaine-là, et pour l'instant, aucun signal positif n'est donné aux propriétaires immobiliers. C'est ce que prévoit la taxe foncière. Hein. Et donc je pense que le véritable enjeu maintenant, c'est de rompre avec quelque chose qui a commencé il y a exactement 100 ans. Puisque le premier ministre du logement, je cite souvent son nom, c'est Arthur Levasseur, qui était le député du quartier où nous émettons en ce moment. Et donc Arthur Levasseur a fait son discours en disant en 1925, c'était en avril 1925, être ministre du logement, c'est être ministre des locataires et non pas ministre des propriétaires. Et donc c'est le début de la fin. Donc maintenant, il faut recréer un ministère des propriétaires et défendre systématiquement les propriétaires. Vous êtes gentil, mais je croyais qu'au début, l'idée quand même, c'était d'avoir un toit sur sa tête, notamment pour sa retraite. Vous le payez plus, vous avez tout remboursé, vous êtes plus tranquille. Transmettre, vous dites vos enfants, ça les intéresse pas, ils habitent n'importe où, ils sont bien contents de recevoir quand même un appartement. Enfin, vous parlez d'un univers dans lequel on a des résidences secondaires, dans lequel l'appartement il va servir à quoi? Oui, ok, vous allez le revendre, les enfants vont le revendre et puis ils toucheront l'argent. Là-dessus, l'avantage éventuellement des placements immobiliers, c'est que, enfin, placements immobiliers par exemple comme des SCPI, c'est que quel que soit l'endroit où seront vos enfants, effectivement, vous allez pouvoir transmettre des parts. Ça peut être intéressant, par exemple. C'est peut-être beaucoup plus facile, beaucoup plus liquide en matière de transmission de patrimoine. En tout cas, c'est beaucoup plus fluide. Et puis deuxième avantage également pour tout ce qui est par exemple placement, comme les placements boursiers, c'est que là, clairement, votre enfant est en Thaïlande ou il est parti s'installer aux États-Unis, on lui transmet pas finalement un bien dont on sait pertinemment qu'il ne va pas occuper parce qu'il ne reviendra jamais dans la région là où il a grandi. Il le voit plutôt finalement, oui, derrière, effectivement, quand il va récupérer l'argent, il sera content, mais au final, pour lui, ce sera des fois un boulet finalement à transporter. Est-ce que je le loue? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Bref, effectivement, peut-être que les placements, dans ce sens-là, je trouve que les placements financiers ont peut-être aussi un intérêt en matière de liquidité, en matière de gestion, in fine, lors de la transmission du patrimoine.
Non, le seul enjeu pour moi qu'il faudrait aujourd'hui essayer de, voilà, pour redonner du sens à la propriété, c'est de résoudre ce problème de mobilité. Vous êtes propriétaire aujourd'hui, vous êtes comme un menhir enquisté dans son champ. Vous ne pouvez plus bouger. Aujourd'hui, les coûts de changement, voilà, les frais de frottement, etc., sont délirants. C'est-à-dire qu'on nous avait promis des structures un peu tampons, un peu intermédiaires, qui permettraient par exemple de revendre votre logement si vous devez déménager pour des raisons professionnelles, sans avoir à trouver autre chose ailleurs, etc., qui assurerait un peu ce rôle de transition. Bon, ça n'a jamais marché. Donc moi, le prix qu'on consacre à cette immobilité, qui nous coûte très cher après, sur le plan du niveau de vie, au final, moi j'avoue que ça m'interpelle. Il faut favoriser la mobilité, mais pas dire aux gens, vous serez de toute façon locataire, parce qu'encore une fois, pour qu'on soit locataire, il faut un propriétaire. Absolument. Allez, j'ai trouvé ça pas mal, ça permet d'un peu d'apporter des éléments de réflexion finalement sur, pour celles et ceux qui ne souhaitent, qui s'intéressent finalement à investir en immobilier ou devenir propriétaire de sa résidence principale. Voilà, il y a des réflexions, il y a des vraies réflexions à mener. C'est un peu comme si, quand on fait finalement de la gestion de patrimoine, on pose toujours les bonnes questions. En tout cas, on s'intéresse toujours finalement aux objectifs de tout à chacun. Quels sont vos objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme? Posez-vous ces questions-là. Et puis, voyez quelle est la solution qui, derrière, in fine, vous apportera peut-être le plus de satisfaction, en tout cas, qui permettra de répondre le plus, en tout cas, aux critères que vous vous êtes fixés en termes d'objectifs. Ça, à mon sens, c'est le plus important. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit que l'immobilier, c'est clairement des difficultés, c'est pas facile à gérer au quotidien. On a eu pas mal, nous, de merde dans nos logements cette année. Il a fallu faire face. Voilà, on est content après quand on a des locataires qui payent les loyers chaque mois, qui permet d'amortir le crédit, mais derrière, voilà, c'est du taf, c'est loin d'être passif. Il faut vraiment que vous vous posiez des questions, et puis surtout, vous vous dites, voilà, dans 5, 6, 7 ans, si ma vie change, qu'est-ce que je vais en faire, quoi? Qu'est-ce que je vais faire de cet immobilier-là? Est-ce que je le conserve? Est-ce que je ne garde pas? Est-ce que je revends? Si je revends, est-ce que je vais pouvoir amortir mes frais? Notamment les frais d'acquisition de 10%. Est-ce que, voilà, posez-vous toutes ces questions-là avant de vous lancer corps et âme à vouloir absolument faire de l'immobilier et écouter les formateurs de vendeurs de rêves, là, qui vous disent que l'immobilier, on peut faire du 12 ou 13, 14% en se frottant les mains. Non, c'est pas ça, les gars, c'est pas ça la réalité, la vraie vie, c'est une fois que vous aurez mis la main dans le cambouis, c'est là que vous allez comprendre ce que c'est que de faire de l'immobilier. Et puis, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, peut-être que, effectivement, les sociétés civiles de placement immobilier peuvent répondre à vos objectifs, en tout cas de développement de patrimoine, et surtout derrière d'atteindre vos objectifs, si ce n'est, par exemple, d'obtenir par exemple des compléments de revenus, des revenus passifs. Là, pour le coup, la SCPI, c'est une vraie solution. Là, on peut parler vraiment de revenus passifs. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites-moi un petit retour dans les commentaires. Est-ce que vous êtes vous-même investisseur locatif? Est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Est-ce qu'au contraire, vous préférez être locataire et investir dans de l'immobilier de manière un peu différente, ou uniquement placement bourse? Voilà, c'est intéressant d'avoir vos échanges. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager en tout cas votre énergie en mettant un petit pouce bleu. Ça me donnera l'énergie de continuer les vidéos sur cette chaîne riche autrement. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.